Bienvenue à toutes et à tous pour cette deuxième vidéo du 5e cours. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une autre application de la dérivée qui est l'optimisation. Alors, lorsqu'on parle de problème d'optimisation, au fond, ça se traduit par le fait de rechercher des maximums ou des minimums de fonctions. Alors, il y a deux types de maximum ou de minimum qu'on distingue. Il y a ceux qu'on appelle des maximums minimums globaux et des maximums ou des minimums locaux. Alors, quelle est la définition? Je vais juste exprimer cette définition pour le maximum. Eh bien, si j'ai une fonction f et que je considère un point C du domaine de départ, alors f de C est un maximum global de f si f de C est plus grand ou égal à f de x pour tout x appartenant au domaine de départ qui est ici A. Alors la différence avec un maximum local, c'est que cette inégalité est vraie, mais elle n'est pas vraie sur tout le domaine de départ, mais seulement vraie sur un voisinage de C. Autrement dit, dans ce voisinage-là, f de C est la plus grande valeur que f peut atteindre, mais en dehors de ce voisinage, pour certains points dans le domaine de départ A, eh bien, il est possible qu'on trouve des valeurs plus grandes pour f. Et la définition est la même, vous inversez juste les inégalités et vous avez la définition du minimum global et du minimum local. Alors, il est courant d'appeler un maximum ou un minimum simplement par extrêmum, sans distinction, et on utilisera cette terminologie dans la suite. Et aussi, quelque chose qui est courant, c'est que parfois, au lieu de dire que f de c est un maximum global, par exemple, on dira aussi que f atteint son maximum global en C. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de différentes stratégies pour déterminer ces valeurs, ces extrémas, donc le pluriel de extrêmum, sous certaines conditions, bien évidemment. Et comme il s'agit d'une application de la dérivée, eh bien, ces conditions impliqueront différents types de dérivabilité possibles pour les fonctions. Alors, on a déjà vu un théorème qui garantit l'existence d'un maximum et d'un minimum global. C'est le théorème des valeurs extrêmes. Et en fait, une des conditions principales, c'est que le domaine de départ doit être compact. Et l'autre, évidemment, c'est la continuité de f. Sous ces deux conditions, on a la garantie que la fonction atteint son maximum et son minimum, d'où le nom de théorème des valeurs extrêmes. Alors ici, un simple exemple pour l'illustrer. Si je prends la fonction 3x carré moins 6x plus 5 et que je la définis sur ce domaine, sur cet intervalle compact, donc moins 1 demi 3, eh bien, vous avez la représentation graphique ici, et vous pouvez deviner les valeurs extrêmes qui sont atteintes donc en 3 pour le maximum, et en un point qui est indéterminé pour l'instant, mais qui est à l'intérieur de l'intervalle moins 1 demi 3, et en fait même, il est à l'intérieur de l'intervalle 0, 3 ouvert, que j'ai dénoté par C ici, qui est la valeur minimale, donc le minimum global. Alors, on a pu déterminer le maximum global parce qu'il était aux bornes, mais pour le minimum, comment faire? Eh bien, il nous faut un critère. Alors, le critère, le voici. Il est donné par le théorème suivant. Ce théorème, il nous dit que si f est continu et est défini sur un intervalle compact et que cette fonction est dérivable sur l'intervalle ouvert, sauf peut-être en ce point C qui est un extrémum, donc ici je suppose que C est un extrémum et qu'il est à l'intérieur de l'intervalle, alors une des deux choses est vraie, soit la dérivée de f en C est égale à 0, ou alors la dérivée de f en C n'existe pas. Alors, pour l'exemple où f de x est égal à 3x carré moins 6x plus 5, eh bien, la dérivée de l'extrémum, ici du minimum, eh bien, est nulle. Et ça s'exprime géométriquement par le fait que la tangente, au fond, est horizontale. La tangente au point C de la courbe est horizontale. C'est ça que ça veut dire que la dérivée est nulle.
Alors ici sur la droite, vous avez un exemple qui illustre le fait que le cas où la dérivée n'existe pas est possible, et c'est le cas de la valeur absolue définie sur l'intervalle compact moins 1, 1. Clairement, 0 est un extrémum, c'est même le minimum global. Par contre, clairement aussi, la dérivée en 0 n'existe pas. Alors si les conditions de ce théorème sont satisfaites, eh bien, il nous donne un moyen de déterminer la valeur c, soit la dérivée est nulle, ou alors c'est un point où la dérivée n'existe pas. Si je reprends l'exemple de la fonction 3x carré moins 6 plus 5 sur l'intervalle moins 1 demi 3, cette fonction est continue et elle est en fait dérivable sur tout l'intervalle ouvert moins 1 demi 3. Et donc elle sera entre autres dérivable en ce point C que je recherche ici. Donc il suffit que je calcule la dérivée, qui est ici, la dérivée de f c'est 6x moins 6. Maintenant je sais que la valeur c annule la dérivée, donc je dois résoudre l'équation 6c moins 6 égale à 0, ce qui me donne c égale à 1. J'ai donc déterminé la valeur minimale de cette fonction. Elle prend son minimum en 1 et son maximum en 3, et je peux calculer ces valeurs. f de 3 c'est égal à 14 et f de 1 c'est égal à 2. Alors, il faut bien avoir conscience qu'une des conditions pour appliquer ce théorème, c'est de savoir que la fonction a un extrémum. Et du coup, le problème avec ce théorème, c'est que malheureusement, la réciproque n'est pas vraie. C'est-à-dire qu'on peut avoir une fonction qui, en un point C de son domaine, a soit sa dérivée qui est nulle ou qui n'existe pas, mais qui n'est pas nécessairement un extrémum. Et l'exemple que je peux vous donner, c'est l'exemple de la fonction x au cube définie sur moins 1, 1. Donc moins 1, 1 fermé, donc l'intervalle est compact. F de x est une fonction continue. Pour autant, en 0, eh bien, si je calcule la dérivée en 0, eh bien, la dérivée existe et elle est nulle, mais clairement, vu le graphique ici, eh bien, 0 n'est pas un extrémum de la fonction. On dit que 0 est un point critique. Pourquoi? Parce qu'au fond, il annule la dérivée, mais ce n'est pas un extrémum. Et donc, en fait, là, je vous ai défini ce qu'est un point critique d'une fonction. Un point critique d'une fonction, c'est un point où la dérivée soit s'annule, soit n'existe pas. Et donc, le théorème d'avant, on peut le résumer en disant que si une fonction possède un extrémum, alors cet extrémum est un point critique. Par contre, un point critique n'est pas forcément un extrémum. Alors, on peut déjà donner une stratégie pour trouver les extrémums d'une fonction, sous condition que la fonction soit continue et définie sur un intervalle compact. Et du coup, la stratégie est la suivante. Il faut d'abord repérer les points critiques de f à l'intérieur de l'intervalle ouvert AB. Il faut ensuite calculer f aux extrémités A et B de l'intervalle, et de même aux points critiques. Et ensuite, il suffit juste de regarder laquelle est la plus grande de ces valeurs et laquelle est la plus petite de ces valeurs pour déterminer la valeur maximale et minimale de f sur l'intervalle compact AB. Alors, que se passe-t-il lorsque le domaine de départ d'une fonction n'est pas compact? Eh bien, on peut certainement parler de point critique pour une fonction continue qui est définie sur un ensemble A qui n'est pas compact. La seule différence avec les fonctions qui sont définies sur un compact et qui sont continues, c'est que on ne peut pas forcément garantir l'existence des extrémas globaux. Mais les points critiques de telles fonctions peuvent malgré tout correspondre à des extrémas locaux. Alors ici vous avez un exemple avec la fonction x puissance 2 tiers fois 5 plus x, qui est définie sur R. Alors sur le graphe que vous voyez en dessous, le graphe de cette fonction, on peut clairement distinguer visuellement deux points critiques, un qui est en 0, puis un qui est dans les négatifs. Et pour ces points critiques, eh bien, ce ne sont clairement pas des extrémas globaux. Par contre, ce sont des extrémas locaux. Et il y a une particularité à cette fonction, c'est que le point critique en 0,
c'est un point critique où la dérivée n'existe pas. Vous pouvez faire le calcul et vous vous en apercevrez. L'autre point critique, qui est dans les négatifs ici, avec ce point bleu là, eh bien c'est un point où la dérivée existe et où elle est nulle. Alors la deuxième stratégie dont je vais vous parler, c'est ce qui s'appelle le test de la dérivée première. Et par rapport à la première stratégie, il y a deux avantages. Le premier, c'est qu'elle peut s'appliquer même si la fonction f continue n'est pas définie sur un ensemble compact. Et le deuxième avantage, c'est qu'elle fournit un critère qui permet de distinguer les points qui seront des maximums ou des minimums locaux. Donc on n'aura pas à faire cette étape de comparaison de la précédente stratégie pour voir quelles sont les valeurs qui sont les plus petites ou les plus grandes. Alors, ce critère, c'est donc le suivant. Si on a un point C du domaine de départ qui est un point critique, alors, si la dérivée de la fonction passe du positif au négatif en C, alors la fonction admet un maximum local en C. Et si c'est le contraire, eh bien, elle admet un minimum local en C. Et si par hasard la fonction dérivée est toujours positive ou si elle est toujours négative au voisinage du point C, vous remarquez que j'ai exclu le point C ici du voisinage, car un point critique n'a pas forcément de dérivée en f. Eh bien, dans ce troisième cas, f de c n'est pas un extrémum, tout simplement. Alors, cette condition peut paraître un petit peu bizarre, mais prenons un exemple ici, par exemple la fonction x carré. La fonction x carré, vous voyez clairement qu'elle a un minimum qui est carrément un minimum global en 0. Alors, qu'est-ce qu'il se passe pour ce point critique? Alors, clairement, si on dérive cette fonction, on obtient la fonction 2x. La fonction 2x s'annule en 0, c'est-à-dire que 0 est donc un point critique de la fonction f de x égale à x carré. Et ensuite, je dois vérifier ce qu'il se passe autour de ce point critique, donc 0. Donc, c'est le signe de la dérivée que je dois étudier. Donc, 2x est négatif quand x est plus petit que 0, donc à gauche de mon point critique 0. Et il est positif quand x est plus grand que 0, donc à droite de mon point critique. Et donc ici, je suis dans le cas 2 en fait, où f' de x passe du négatif au positif en c qui vaut 0 ici en l'occurrence. Ce qui implique par le test de la dérivée première que f de 0 est un minimum local de f, mais en fait c'est carrément un minimum global. Alors ici vous avez la fonction moins x carré, et pour cette fonction-là, bien, ce sera le premier point qui s'appliquera. Et le dernier exemple, j'ai mis la fonction x cube, où 0 est un point critique, comme on l'a vu tout à l'heure. Et si vous regardez la dérivée de cette fonction, c'est 3x carré. Cette dérivée est toujours positive pour n'importe quelle valeur différente de 0. Et donc, c'est le troisième point qui s'applique. Et on peut conclure que f de 0 n'est pas un extrémum, comme on le voit bien sur le graphe. Alors le test de la dérivée première, il se justifie par un théorème que vous avez sans doute déjà vu dans votre cursus secondaire. C'est le théorème qui lie le signe de la dérivée d'une fonction à sa croissance ou à sa décroissance. Et donc, que nous dit ce théorème? Eh bien, il dit que si une fonction est dérivable sur un intervalle ouvert, AB, eh bien, la fonction est décroissante sur cet intervalle si et seulement si le signe de sa dérivée est négatif pour tout x dans cet intervalle. Et elle sera croissante si et seulement si le signe de sa dérivée est positif sur cet intervalle-là. Alors, on peut encore l'illustrer avec les mêmes fonctions qu'avant. Ici, je prends juste la fonction f de x égale à x carré. La dérivée de x carré, c'est 2x. Et clairement, visuellement, la fonction est décroissante avant 0, donc pour les valeurs plus petites que 0, et elle est croissante pour les valeurs plus grandes que 0. Si on calcule la dérivée, 2x va être négatif pour les x qui sont plus petits que 0, et va être positif pour les x qui sont plus grands que 0. Alors si la fonction est dérivable deux fois, on peut utiliser une autre stratégie qui
porte le nom de test de la dérivée seconde. Alors qu'en est-il exactement? Eh bien, si on a un point critique qui est à l'intérieur d'un intervalle ouvert, et que notre fonction donc est dérivable 2 fois sur cet intervalle ouvert, alors premièrement, si la dérivée seconde de f en c est strictement plus grande que 0, alors f est un minimum local. Si elle est strictement plus petite que 0, alors c'est un maximum local. Et si par contre la dérivée seconde en c est égale à 0, alors on ne peut rien conclure. C'est-à-dire que c peut être un extrémum comme pas du tout. Alors, l'avantage de ce test par rapport au test de la dérivée première, c'est que on peut directement tester la minimalité ou la maximalité de f de c directement avec le point critique lui-même. Mais pour cela, il faut connaître, plutôt il faut être certain que la deuxième dérivée de f existe en c. Alors, comme le premier test, le test de la dérivée seconde se justifie par un théorème. Et ce théorème, au fond, il relie le signe de la dérivée seconde d'une fonction à sa concavité ou à sa convexité. Et donc le théorème dit la chose suivante: si une fonction est 2 fois dérivable sur un intervalle ouvert, eh bien si la dérivée seconde est strictement plus grande que 0 pour tous les x à l'intérieur de cet intervalle, eh bien la fonction est convexe sur cet intervalle. Et si la deuxième dérivée est strictement plus petite que 0 sur cet intervalle, alors la fonction est concave sur cet intervalle. Alors qu'est-ce qu'une fonction concave? Qu'est-ce qu'une fonction convexe? Alors c'est simplement, pour une fonction concave, c'est une fonction qui fait une cloche vers le bas, comme la fonction moins x carré. Et puis une fonction convexe, eh bien c'est l'inverse. Un moyen mnémotechnique personnel pour m'aider à me rappeler de qu'est-ce qui était concave ou convexe, c'est que concave, eh ben, ça va vers la cave, donc ça descend. Voilà. Alors, un exemple de fonction convexe, c'est la fonction x carré. Un exemple de fonction concave, c'est moins x carré. Et puis, il y a des fonctions qui sont ni l'une ni l'autre, comme la fonction x cube. Alors, la fonction x cube n'est ni concave ni convexe sur toute R. Mais si je prends un intervalle dans les négatifs, disons moins 10 à moins 1 par exemple, eh bien sur cet intervalle négatif, si je calcule la deuxième dérivée de x cube, ça va être 6x, eh bien 6x sur cet intervalle négatif sera négatif. Et donc ça veut dire que sur n'importe quel intervalle négatif, la fonction est concave. Et d'une certaine manière, ça se voit un petit peu. Alors, si on fait la même chose mais avec un intervalle dans les positifs, eh bien, on remarque que la fonction est convexe. Donc, une fonction peut être, disons, globalement ni concave ni convexe, mais ça n'empêche pas qu'elle soit localement concave ou localement convexe sur un intervalle donné. Et ça nous amène à la notion de point d'inflexion. C'est donc les points où la deuxième dérivée s'annule. Et finalement, géométriquement, ces points peuvent s'interpréter comme des points où la fonction passe de localement concave à localement convexe, et inversement. Donc ici, encore une fois, pour la fonction x cube, la deuxième dérivée s'annule en 0, c'est un point d'inflexion, et en fait, c'est un point où la fonction passe de localement concave, dans les négatifs, à localement convexe, dans les positifs. Alors, avec tout ça, on peut établir une marche à suivre pour déterminer les extrémas d'une fonction continue sur un intervalle qui peut être ouvert ou fermé, ou alors tout simplement même si A est égal à R. Alors la marche à suivre est la suivante. Premièrement, les candidats pour les extrémas locaux et peut-être globaux, ça sera les points critiques de la fonction, et les extrémités éventuelles de A, si elles appartiennent à l'ensemble A, de l'ensemble de départ. Deuxièmement, pour les points critiques où la première et la deuxième dérivée existent, eh bien, on peut effectuer le test de la dérivée seconde. Si pour un de ces points, la seconde dérivée s'annule, eh bien, il faut passer pour ce point-là au test de la dérivée première. Pour les autres points critiques, on fait le test de la dérivée première, c'est-à-dire les points où la dérivée seconde n'existe pas, par exemple, ou s'annule. Et enfin, on calcule les valeurs de f aux extrémités. Alors, si elles sont dans A, on les calcule directement.
Si par contre A est un intervalle ouvert ou si A est tout R, il faut faire les limites. Par exemple, si A est égal à R, il faut regarder si la limite lorsque x tend vers moins l'infini, tend vers l'infini ou moins l'infini, ou que sais-je. Et même chose à l'autre extrémité, donc la limite en plus l'infini. Et puis, à la fin, il faut comparer toutes les valeurs qu'on obtient pour pouvoir déterminer quelles sont les valeurs qui sont des maximums locaux ou des minimums locaux ou des maximums et minimums globaux. Alors ça conclut cette dernière vidéo pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.